La révolution de l'intelligence artificielle condamne-t-elle au chômage et à l'oisiveté les ouvriers et les employés? Demain, faudra-t-il être un ingénieur hyper spécialisé pour revendiquer la moindre utilité économique? C'est ce que tentent de faire croire quelques commentateurs mainstream. Leur discours, qui ne repose sur rien de solide d'un point de vue scientifique, permet d'invisibiliser le nouveau prolétariat mondial du numérique, plus que jamais essentiel et plus que jamais affaibli. En janvier dernier, l'urologue et chroniqueur Laurent Alexandre créait la polémique en évoquant, de manière assez péjorative, les Gilets jaunes. C'était lors d'une conférence à l'École polytechnique de Paris. De facto, en convoquant la figure du gilet jaune, il s'agissait pour lui de pointer la France d'en bas, des classes populaires, des ouvriers et des employés. Cette France dont le niveau de vie baisse inexorablement. Écoutons un extrait de ce speech qui a fait le buzz. Nous rentrons dans le troisième capitalisme. Le premier, c'est celui de Venise, le capitalisme marchand. Le deuxième, c'est le capitalisme industriel à partir de 1780. Et aujourd'hui, nous rentrons dans le capitalisme cognitif, celui des technologies transhumanistes, les NBIC, du big data, de l'intelligence artificielle et de la robotique. Nous devons créer une société inclusive et trouver le moyen d'éviter qu'il y ait un gigantesque gap, ce que Harari, dans Homo Deus, appelle des dieux et des inutiles. Les dieux, vous, qui maîtrisez, contrôlez, managerez les technologies NBIC, les technologies transhumanistes, et les inutiles, les gens moins favorisés, qui auront du mal dans le monde compliqué dans lequel nous rentrons, et les gilets jaunes. C'est la première manifestation de ce gap intellectuel insupportable que nous sommes en train de créer entre les winners, les dieux d'Harari, et les losers, les inutiles d'Harari. Et je reprends les termes d'Harari, non pas pour m'en féliciter, mais pour alerter tout le monde sur le fait que la crise des Gilets jaunes n'est pas un épiphénomène, elle est là pour 100 ans. Et pourtant, à rebours de ce discours, la robotique et l'intelligence artificielle n'ont pas seulement besoin d'une poignée de matheux spécialisés dans la manipulation des données. Comme lors de la révolution industrielle, l'économie a besoin d'une masse de travailleurs qui a toutes les caractéristiques de la classe ouvrière. C'est ce qu'explique Sébastien Broca, sociologue, enseignant à l'Université de Paris 8, spécialisé dans les nouvelles formes de travail à l'heure du numérique. Est-ce que l'intelligence artificielle n'a plus besoin que de travailleurs très qualifiés? Clairement, la réponse est non, en fait, pour plusieurs raisons. D'une part, puisque l'intelligence artificielle fonctionne depuis plusieurs années, le boom qu'on connaît depuis plusieurs années, l'intelligence artificielle, repose sur une technique qu'on appelle de machine learning, où, pour le dire simplement, il faut apprendre aux intelligences artificielles à reconnaître des formes, par exemple, ou à reconnaître des discours. Et donc, ce sont des programmes d'intelligence artificielle qui apprennent grâce à des bases de données qui leur permettent d'apprendre et donc de raffiner au fur et à mesure leurs résultats. Or, ces bases de données, encore faut-il les constituer, et pour les constituer, il faut qu'il y ait des humains qui le fassent. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quelqu'un dont le travail consiste à, par exemple, labelliser des images pour dire cette image représente un chat, celle-là représente un chien, et ensuite apprendre au programme à différencier un chat d'un chien. De la même manière, il y a d'autres bases de données, par exemple, qui sont faites par des gens qui vont retranscrire des discours oraux enregistrés pour les retranscrire à l'écrit et pour entraîner ensuite les programmes de reconnaissance vocale à s'améliorer. Donc bref, vu que l'intelligence artificielle repose sur ces technologies de machine learning et donc sur la nécessité d'avoir des bases de données extrêmement étendues et puis fiables, il faut des annotateurs humains, il faut des travailleurs humains pour constituer ces bases de données. Et ça, ce travail-là, justement, c'est par excellence un travail qui est en général très répétitif, très peu qualifié et qui est souvent accompli par ce qu'on appelle depuis quelques années des micro-travailleurs, c'est-à-dire des gens qui peuvent être partout dans le monde et qui vont être rémunérés à la tâche, souvent donc quelques centimes de dollars seulement, pour effectuer une de ces tâches de labellisation d'images, par exemple, et qui vont comme ça constituer ces bases de données servant à entraîner les intelligences artificielles. Donc ça, c'est une partie très importante du travail non qualifié qui est encore nécessaire aujourd'hui pour justement faire fabriquer ces programmes, ensuite les faire fonctionner.
Et puis, mais bon, on peut aussi penser à d'autres choses. On peut aussi penser, par exemple, au fait que, prenez un exemple très simple, une enceinte connectée avec un programme d'intelligence artificielle à l'intérieur, par exemple Alexa d'Amazon. Eh bien, cette enceinte, encore faut-il la fabriquer, encore faut-il extraire les métaux précieux qui la composent. Donc ça, il y a aussi des travailleurs qui ont fait ça, et ensuite des travailleurs industriels qui l'ont fabriquée. Voilà, donc il y a toutes sortes de travaux peu qualifiés, à la fois des travaux du travail industriel et du travail informationnel qui rentrent dans la constitution de ces programmes d'intelligence artificielle et de ces nouveaux objets. Est-ce que les éleveurs de robots, les entraîneurs d'intelligence artificielle ne sont que des travailleurs au service d'une période de transition assez courte à la fin de laquelle les machines apprendront toutes seules au point de se passer radicalement de toute aide humaine? Si l'on en croit Sébastien Broca, non. En tout cas, pas à moyen terme. C'est vrai qu'on pourrait se dire qu'à un moment donné, les intelligences artificielles auront atteint un niveau tel qu'il n'y aura plus besoin de personnes pour les entraîner. Voilà, l'entraînement sera fini, elles seront pleinement opérationnelles, et puis donc ce travail, ce micro-travail d'entraînement va petit à petit disparaître. Je pense que ça serait une manière un peu simpliste d'envisager les choses, parce qu'en fait, il y aura toujours besoin d'apprendre de nouvelles tâches et de nouvelles choses à ces programmes d'intelligence artificielle. Je vais vous donner juste un petit exemple très simple, mais que je trouve qui est un petit peu amusant, sur lequel je suis tombé récemment. On voit bien en France depuis quelques années que les caisses automatiques se développent, donc il y a de moins en moins de caissiers ou de caissières au sens traditionnel, et puis ce sont le consommateur qui va lui-même scanner ses produits. Sauf que maintenant, une grande entreprise de boulangerie industrielle en Chine veut faire la même chose, mais au lieu que ce soit des caisses automatiques qui vont scanner des codes barres, cette entreprise veut faire des caisses automatiques qui vont être capables de reconnaître, par exemple, un croissant d'un beignet, et donc vous allez pouvoir passer directement votre croissant devant la caisse automatique, et là le programme va vous reconnaître que c'est bien un croissant, et donc vous allez payer en conséquence. Donc pour entraîner ce nouveau type de caisse automatique qui n'a même plus besoin de code barre mais qui peut reconnaître directement un croissant, là il faut de nouvelles bases de données avec des croissants, des beignets et d'autres types de viennoiseries pour apprendre au programme directement à reconnaître cela. Donc c'est un exemple tout bête, mais qui montre qu'on va toujours trouver de nouvelles utilisations de l'intelligence artificielle, et pour mettre au point ces nouvelles utilisations, il faudra toujours, en tout cas à une échelle de temps raisonnable, de 10 ou 20 ans, disons, il faudra toujours des travailleurs et des micro-travailleurs pour mettre au point ces nouveaux programmes. Alors, dit comme ça, on a l'impression que c'est le bon sens qui s'exprime et qu'il ne devrait même pas y avoir débat. Sébastien Broca poursuit en expliquant comment et pourquoi le discours sur la fin du travail, qui relève par certains aspects de la science-fiction, s'est diffusé aussi largement. Ce qu'il faut bien voir aussi, c'est qu'il y a eu une forme d'invisibilisation de ce travail nécessaire à l'intelligence artificielle qui vient beaucoup de ce qu'on pourrait appeler, dans un vocabulaire un peu sociologique, un fait social discursif. En gros, cette idée qui a émergé depuis les années 2012-2013 que vraiment l'intelligence artificielle allait entraîner une destruction massive des emplois, que automatisation, intelligence artificielle égale destruction d'emplois. Alors ça, c'est un discours qu'on a vu émerger donc vraiment en 2013, notamment avec un rapport qui a beaucoup été cité, qui était le rapport dit d'Oxford, dont les deux co-auteurs étaient Frey et Osborne, qui annonçait que dans les 10 années à venir, 47% des emplois américains allaient être détruits, ou étaient en tout cas très vulnérables, du fait de l'essor de l'intelligence artificielle et de l'automatisation. Ensuite, il y a eu d'autres travaux qui sont allés dans le même sens, et puis ce type de discours-là a été aussi beaucoup repris par des cabinets de conseil, par des start-up, par des entreprises technologiques qui ont aussi souvent intérêt à se présenter comme des entreprises technologiques plutôt que comme des entreprises, par exemple, de travail temporaire qui vont employer des travailleurs humains. Vaut mieux se présenter comme une entreprise technologique, c'est souvent mieux pour attirer les investisseurs. Et puis il y a eu toute cette vague finalement avec cette sorte de vogue, voire de bulle autour de l'intelligence artificielle. Il y a eu ce qu'on appelle maintenant l'IA washing, c'est-à-dire plein d'entreprises qui disent qu'elles font de l'intelligence artificielle alors qu'elles n'en font pas du tout. Donc bref, tout ça finalement a concouru à placer dans le débat public cette idée que l'IA allait entraîner une destruction massive d'emplois, avec donc parfois une caution scientifique, comme cette étude d'Oxford que je viens de citer. Alors qu'en fait, les éléments de preuve empirique qui tendraient à montrer qu'en tout cas, à une échelle de temps relativement courte de 10, 15 ou 20 ans, les emplois vont massivement disparaître, ces éléments de preuve empirique qui sont extrêmement minces, et pour tout dire, ces projections ne reposent sur pas grand-chose. Par contre, elles ont eu un effet très net, c'est effectivement
de contribuer finalement à déplacer le débat vers cette question, qui est un peu une fausse question finalement de alors combien d'emplois vont-ils disparaître, et à invisibiliser tous les emplois qui en fait existent bel et bien déjà aujourd'hui et qui sont liés à cette vogue de l'intelligence artificielle et qui sont tous ces emplois notamment très peu qualifiés. Il faut croire que ceux qui ont recours aux ouvriers du clic préfèrent l'ombre à la lumière. Des ouvriers du clic dont le nombre augmente avec l'essor de l'intelligence artificielle, mais qui existent depuis déjà un certain temps. Ils sont notamment en charge de la modération de l'énorme masse de commentaires produits par les gros réseaux sociaux, comme l'a montré le documentaire de Cleaners qui est sorti en 2018. Manille aux Philippines. C'est ici qu'on visionne et supprime tout ce qui déroge aux chartes établies par les réseaux sociaux. Une économie secrète organisée en toute opacité par un maillage de sociétés. Officiellement, ces employés ne travaillent pour aucune entreprise américaine. Ignore, ignore, delete, delete. Les Philippines, c'est une société très jeune. Il y a encore énormément de pauvreté. Et par rapport à beaucoup d'emplois de subsistance, il y a un certain prestige à travailler pour ce genre d'entreprise et dans ce type d'environnement, même si ça doit rester confidentiel. Confidentialité et opacité, une véritable obsession. Le journaliste Sofian Fanen, qui travaille pour le journal en ligne Les Jours, a justement fait une obsession de cette obsession et il s'est glissé dans la peau d'un travailleur du clic en s'inscrivant sur le site Amazon Mechanical Turk, qui met en relation les donneurs d'ordre et les fournisseurs de services dans ce domaine précis. Bien entendu, on se demande combien ça rapporte. Est-ce que le métier d'entraîneur ou d'éleveur de robots ou d'intelligence artificielle peut faire vivre celui qui l'exerce ? Le prix horaire, j'ai dû atteindre quelque chose comme 2 $, 2,50 $ de l'heure, en travaillant beaucoup. On peut atteindre un petit peu plus, on peut atteindre 5-6 $ de l'heure maximum, en travaillant vraiment beaucoup, puis en sélectionnant ces tâches de façon beaucoup plus précise. Moi, j'ai sélectionné des tâches qui me paraissaient intéressantes dans mon enquête parce qu'elles touchaient à l'intelligence artificielle, etc. Les travailleurs sur Amazon Mechanical Turk, qui s'appellent entre eux les Turkers, choisissent aussi des tâches en fonction de la rentabilité de ces tâches. Ils ont des outils qui permettent de trier les tâches comme ça parmi les plus rentables. Globalement, on estime qu'un Turker qui gagne 20 $ par jour est déjà dans le haut du panier. Un Turker qui gagne entre 500 et 600 $ par semaine est vraiment quelqu'un qui travaille à plein temps et qui est très performant. Sur les plateformes de micro-travail en ligne, les relations entre les employeurs ou donneurs d'ordre et les employés ou prestataires sont encore plus déséquilibrées que sur des plateformes comme Uber ou Deliveroo, qui sont tout de même contraintes de s'astreindre à quelques obligations des pays où elles exercent. On peut micro-travailler de partout et pour tout le monde, à condition d'avoir un ordinateur et une connexion Internet. La géographie est complètement abolie. Il y a un truc complètement dingue sur Amazon Mechanical Turk, c'est qu'on ne sait pas pour qui on travaille. On peut faire des tâches pour un employeur, mais cet employeur, il peut s'abriter derrière un pseudonyme. Et en fait, il y a des employeurs, on ne sait pas qui c'est. La légende veut qu'il y aurait Google, Amazon, Facebook, Uber qui seraient présents, mais c'est pas marqué Facebook, Amazon, Google, Uber. Et de même, il y a un employeur qui est fameux sur Amazon Mechanical Turk qui s'appelle Acme Studio et qui fait travailler sur des images, sur de la reconnaissance d'images, etc. Acme Studio, ça veut rien dire. Acme Studio, c'est le nom générique dans les dessins animés en fait des entreprises. Et donc voilà, en fait, on ne sait pas pour qui on travaille. Ça se trouve, moi, j'ai réalisé des tâches de reconnaissance d'images, de reconnaissance de visage, etc., qui vont servir à des entreprises qui fabriquent des armes, par exemple. Ça c'est quand même dingue. L'employé, le travailleur, ne peut pas savoir pour qui il travaille et quelle est la finalité de son travail. Donc ça, je trouve que chez les Turkers, mais aussi chez les politiques, je pense qu'il y a une préoccupation première, déjà là, pour qui on travaille. C'est quand même bien d'abord. Je pense que pour un travailleur, le droit premier, c'est de savoir pour qui on travaille, qu'est-ce qu'on fait. Est-ce que c'est en phase avec mon mode de vie, mon mode de pensée? Est-ce que je suis d'accord avec ça? Et ensuite, sur le salaire horaire, il y a énormément de choses. Mais en fait, aujourd'hui, quand bien même les Turkers s'organiseraient, en face, ils ont un mur en face d'eux. C'est-à-dire qu'Amazon, il n'y a pas un seul email, il n'y a pas un seul numéro de téléphone, il n'y a personne qu'on peut appeler.
Il y a des turkers qui se sont fait suspendre leur compte sans raison. Ils n'ont jamais eu la moindre raison, la moindre justification d'Amazon, et surtout, ils ne peuvent rien faire. À un moment, leur compte est suspendu, à un moment, il va être réactivé. De même, un employeur peut refuser une tâche. Il fait travailler quelqu'un, et l'employeur peut dire « Non, mais ça n'a pas été bien effectué, je refuse cette tâche, donc je refuse de payer », mais il a quand même le droit d'utiliser la tâche. Donc si la tâche a été bien faite, et qu'il est malhonnête, il peut ne payer personne. Alors, grâce au forum, les turkers se préviennent, et cet employeur malhonnête ne va pas vivre longtemps, parce qu'en fin de compte, plus personne ne va vouloir travailler pour lui, enfin en tout cas les gens qui sont sur les forums, mais on voit comme ça qu'il y a, en fait, le rapport de force n'est pas du tout équilibré. Et en fait, Amazon se lave complètement les mains de cette affaire, parce qu'Amazon fait très attention à être absolument absent, invisible, neutre, parce que Amazon sait très bien que le lien qui est créé sur la plateforme entre les employeurs et les employés pourrait être imputé à Amazon. C'est Amazon qui pourrait être considéré comme l'employeur principal des 500 000 turkers qui viennent travailler régulièrement sur sa plateforme. Et du coup, pour éviter de pouvoir être requalifié en employeur des turkers, Amazon en fait a créé une plateforme qui fonctionne toute seule, qui est censée travailler toute seule, parce qu'en fait on sait très bien qu'il y a des personnes qui la font fonctionner. Mais en tout cas, Amazon est absolument absent, absolument invisible de sa propre plateforme. Et il y a quelque chose de très malsain dans cela. Et quand on est travailleur, on se sent totalement abandonné. Les ouvriers invisibles de l'intelligence artificielle sont-ils nombreux en France? Difficile de faire des statistiques fiables dans cet univers refermé sur lui-même. Mais une étude menée par 3 universitaires, Clément Leludec, Paola Toubaro et Antonio Casilli, évalue leur nombre à environ 300 000. Leurs profils sont différents. Un peu moins de 15 000 personnes seraient très actives, présentes sur les plateformes de micro-travail toutes les semaines, un peu plus de 50 000 réguliers, au moins une fois par mois, et plus de 250 000 seraient occasionnels, se connectant pendant les périodes de chômage ou de congé maternité. Pour comparaison, il y a en France 27 000 chauffeurs VTC et 9 000 livreurs Deliveroo. Les travailleurs du clic sont invisibilisés, mais de plus en plus nombreux. On peut tout de même se demander si la croissance de ce secteur va se poursuivre, si la faiblesse de la rémunération ne conduit pas à une forme de délocalisation du travail digital après la délocalisation des industries. On a vu se créer, et ce marché se développe depuis plusieurs années, ce marché qui est un marché finalement mondial du micro-travail ou de ces micro-tâches d'entraînement de l'intelligence artificielle. Et donc assez mécaniquement, vu qu'il y a une concurrence mondiale entre ces travailleurs, ça pousse évidemment les rémunérations vers le bas, et ça fait aussi qu'il est pour les entreprises en général évidemment plus avantageux de faire ces tâches par des travailleurs dans des pays du Sud où le niveau de vie est inférieur à ce qu'il est en Occident. Donc ce qu'on voit apparaître depuis plusieurs années sont vraiment des flux mondiaux de micro-travail. On a des entreprises technologiques au nord, en Europe, aux États-Unis, beaucoup aux États-Unis évidemment, mais aussi dans les pays d'Europe, qui vont donc délocaliser ce travail informationnel peu qualifié d'entraînement des IA et de constitution de bases de données à des travailleurs du Sud. Alors ensuite, ça suit une géographie qui est un petit peu l'héritage des histoires coloniales, vu que les entreprises américaines vont souvent délocaliser en Inde, au Bangladesh, aux Philippines par exemple, alors que les entreprises françaises vont plutôt avoir recours à des travailleurs ou des micro-travailleurs à Madagascar, ou au Maghreb, ou au Sénégal. Voilà. Donc on a finalement une nouvelle géographie mondiale qui se met en place avec de nouvelles asymétries nord-sud, avec des entreprises clientes plutôt au nord et des micro-travailleurs plutôt au sud, même s'il existe aussi quelques micro-travailleurs dans les pays du nord, aux États-Unis ou en France. Le marché international du micro-travail et de l'entraînement des intelligences artificielles croît vite. Mais certaines entreprises craignent un retour de bâton au cas où leur recours à une force de travail sous-payée, voire maltraitée, devenait l'objet de l'attention médiatique. C'est pour cette raison qu'on voit fleurir des entreprises spécialisées dans l'impact sourcing, c'est-à-dire l'externalisation de tâches digitales se voulant socialement responsables. Parmi elles, une entreprise française, Isaït, dont la cofondatrice Isabelle Machola a un discours bien rodé, comme en témoigne ce pitch qui date d'un peu moins de 2 ans. Isaït est une plateforme Internet socialement responsable et innovante qui donne du travail sous forme de tâches digitales à des personnes socio-économiquement défavorisées en Afrique francophone.
70% de ces personnes défavorisées sont des femmes et c'est à cette population que s'adresse Isaït en leur redonnant dignité et indépendance financière par le travail et surtout en les connectant au monde de demain qui sera numérique. Le marché de l'externalisation aujourd'hui représente 178 milliards de dollars. 20% de ce marché est consacré aux tâches digitales. En 2020, ça représentera plus de 80%. L'externalisation socialement responsable est en pleine croissance et c'est avec une croissance de plus de 25% annuelle. 2 millions de personnes aujourd'hui vivent avec moins de 2 $ par jour. La mission d'Isaït est de contribuer à réduire cette pauvreté dans le monde en multipliant par 10 ce seuil de pauvreté et donc de payer ces personnes 20 $ par jour. Il faut noter que 20 $, c'est l'équivalent de moins de 2 heures de travail au SMIC français. En tout cas, Isaït ne cache pas ces micro-travailleuses. Ce sont elles qui déploient sur YouTube le storytelling d'une délocalisation qui emploie les méthodes du commerce équitable. Mon nom c'est Laura Ravelson, je viens de Madagascar. Actuellement, je suis mère au foyer et je vends des articles de bébé en ligne pour pouvoir gagner un peu d'argent. Depuis l'année dernière, j'ai dû arrêter de travailler parce que j'ai eu mon petit dernier et à la naissance, il a eu un problème de santé, donc j'ai dû m'occuper de lui. C'est très dur de trouver un emploi à Madagascar. Donc, j'ai pris ça comme une opportunité de pouvoir lancer mon propre business. J'ai 25 ans. Je suis passionnée de lecture et d'écriture et également de commerce. Je suis titulaire d'un BTS en ressources humaines et communication. Suite à mon diplôme, j'ai intégré une agence de marketing digital en tant que community manager. Et aujourd'hui, j'ai un revenu mensuel de 80 000 francs. J'ai entendu parler d'Isaït par le biais d'une amie qui est également iteuse. Donc, ce qui me motive aujourd'hui à postuler à Isaït, c'est pour finir ma licence, puisqu'après mon BTS, j'ai entamé une licence jusqu'en 2e année. Donc, les revenus me permettront de faire la 3e année et avoir ma licence, et aussi de venir en aide à mon oncle, mon père adoptif, celui qui m'a toujours pris en charge depuis le décès de ma mère en 2004. On finit par s'interroger. Si la division internationale du travail dans l'intelligence artificielle maintient les emplois hyper qualifiés en Europe et en Amérique du Nord et transfère les emplois peu qualifiés en Afrique et en Asie, la prophétie de Laurent Alexandre sur l'inutilité à venir d'une partie de la population d'un pays développé comme la France n'a-t-elle pas un fond de vérité, même partiel ? En réalité, non, nous explique Sébastien Broca, car quand bien même nous ne sommes pas rétribués, nous nourrissons tous les plateformes numériques et leurs systèmes d'intelligence artificielle qui ne sauraient être développés sans les données que nous leur fournissons. Il y a d'autres formes de travail aussi et de travail numérique, voire de ce qu'on appelle le digital labor, qui sont importantes dans l'intelligence artificielle et auxquelles on ne pense pas forcément. Là, pareil, je voudrais prendre des exemples assez simples. Prenons l'exemple d'un assistant vocal, type Alexa d'Amazon, et vous allez demander à votre assistant vocal, Alexa, dis-moi qui était le 41e président des États-Unis d'Amérique. Votre programme d'intelligence artificielle va vous répondre, George Bush Senior était le 41e président des États-Unis d'Amérique. Bon, très bien. Qu'est-ce qui a permis à ce programme de donner cette réponse ? Le fait que ce dont on a parlé, qu'il y a des gens qui l'ont entraîné, des micro-travailleurs, on en a beaucoup parlé, mais il y a d'autres choses aussi. Il y a le fait que Alexa est allé chercher cette réponse, où ça ? Eh bien dans Wikipédia. Et donc il y a d'autres travailleurs, ce sont les gens qui ont écrit les contenus de Wikipédia, qui ont fait la notice de George Bush Senior et qui ont permis finalement à Alexa ensuite de trouver l'information qui lui était demandée. Puis il y a un autre type encore de travailleurs, finalement, c'est effectivement ce sont nous tous, en tout cas tous les utilisateurs de technologies numériques et de programmes d'intelligence artificielle, puisque ce que font les utilisateurs, finalement, c'est produire une sorte de feedback permanent, de retour d'informations qui permet, là encore, sans cesse, d'affiner, d'améliorer ces programmes en fonction des retours qui sont fournis par les utilisateurs sur la manière dont ces programmes se comportent en situation d'utilisation réelle, disons. Donc là, de ce point de vue-là, il n'y a pas d'inutile, vu que finalement, tout le monde, depuis le simple utilisateur de technologies numériques ou de programmes d'intelligence artificielle, participe à améliorer ces programmes. Donc,
tout le monde, même si c'est peut-être à des niveaux différents, finalement participe à cette grande chaîne de travail humain, finalement, qui est derrière les programmes d'intelligence artificielle. Si l'on suit cette logique, les grandes plateformes qui semblent nous écraser sont, sinon des biens communs, du moins des biens co-construits et améliorés par nos communautés humaines. Dès lors, se pose la question de la rétribution de ce travail collectif. Qui dit travail collectif dit rémunération collective. Et quoi de mieux que l'impôt pour y parvenir? Dans un monde un peu meilleur que le nôtre, disons évidemment que si on réussit à avoir un peu plus de marge de manœuvre au niveau fiscal et à récupérer des rentrées fiscales de la part de ces grandes entreprises numériques, on peut espérer que ça puisse financer des services publics ou des choses qui bénéficient in fine aux utilisateurs qui étaient à la source, en tout cas en partie à la source, de la prospérité économique de ces plateformes. Donc évidemment que l'outil fiscal, s'il est ensuite, si les sommes récoltées sont utilisées pour l'intérêt général et pour le plus grand nombre, c'est une manière ensuite de redonner une partie de cette valeur économique qui vient des utilisateurs aux utilisateurs, mais peut-être sous la forme du coup de services publics, mettons par exemple, ou de choses comme ça. Seulement voilà, les GAFAM et les autres plateformes qui ont réussi à s'insérer de manière structurelle dans nos vies se débrouillent pour payer le moins d'impôts possible et pour nous expliquer à quel point elles ne nous doivent rien, mais nous apporteront tout demain. Elles vont même jusqu'à nous promettre l'immortalité. Et si toute la rhétorique sur l'inutilité d'un nombre grandissant d'humains n'était qu'une arme idéologique, utilisée dans le but de censurer en amont toutes les revendications de rétribution de foules immenses, des foules qui, on s'en rend compte, alimentent un monstre censé devenir demain l'instrument de leur asservissement par une toute petite minorité. Le débat est ouvert.